Le 15 février, lors de sa conférence hebdomadaire par Internet, Lyndon LaRouche a souligné que les États-Unis et le monde se trouvaient face à un choix. Glass-Steagall or die, c'est-à-dire Glass-Steagall ou génocide. Plus précisément, il a expliqué qu'un processus d'explosion hyperinflationniste a été enclenché. That not only was there no way to actually maintain that entire fictitious bubble, but that furthermore, les proportions de ce processus sont telles qu'il n'est plus possible de maintenir la bulle fictive, ce dont certains cercles au sein de la faction impériale britannique sont de plus en plus conscients. Ainsi, il apparaît qu'ils vont tenter de remplacer le système financier existant et la monnaie actuellement en circulation, de faire tabula rasa et du jour au lendemain émettre une monnaie nouvelle qu'ils contrôleraient également, afin de l'utiliser en tant qu'instrument d'échange, mais aussi de crédit, au bénéfice d'une minorité qui serait triée sur le volet. Le reste du monde, le reste du système financier pourront aller en enfer. Les conséquences de cela seraient, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire, un effondrement déflationniste massif, une chute libre, comme dans un ascenseur, et j'espère que cela ne vous est jamais arrivé, où le système s'écrase au sol. Cet effondrement déflationniste massif entraînerait l'économie physique dans un plongeon encore plus rapide qu'à l'heure actuelle, faisant tomber la population mondiale, et cela en accord avec la véritable intention de l'Empire britannique, de 7 à 1 milliard de gens environ. One of the indications of a certain kind of awareness of the problem Ce problème a été mis en évidence par les déclarations de l'un des principaux responsables du cancer qui ronge actuellement le système financier. Je fais référence à Bill Gross, dirigeant de PIMCO, le plus grand détenteur mondial d'obligations. Son article, intitulé « Credit Supernova », a provoqué beaucoup de remous dans les médias spécialisés, ainsi que dans les cercles dirigeants à Washington et ailleurs, car il affirme que l'ensemble du système financier mondial est devenu un monstre qui se consume de lui-même, et que pour maintenir $1 de PIB, il faut nourrir ce monstre avec de plus en plus d'instruments financiers. Gross a formulé cela d'une manière un peu étrange, disant qu'il fallait dans les années 70-80 $4 de dette américaine pour produire $1 de PIB. Mais présenter les choses de cette manière est erroné, car la dette ne produit pas de PIB. Néanmoins, il met le doigt sur la relation entre l'augmentation de la dette et la stagnation du PIB. Gross utilise un graphique que nous avons ici, qu'il appelle la supernova en explosion. Il met en évidence la rapide croissance de l'ensemble du crédit émis aux États-Unis, c'est-à-dire la dette de l'État, des entreprises et des ménages, qui est passée d'environ 4 000 milliards de dollars en 1975 à environ 55-60 000 milliards aujourd'hui. Il explique qu'il fallait en 1975 $4 de dette pour 1 point de PIB, tandis qu'aujourd'hui, il en faut à peu près 20. C'est cela qu'il décrit comme une supernova de crédit. Mais aussi intéressant que soit l'argument de Gross, qui pointe dans la bonne direction, il sous-estime largement en réalité la nature de la bulle hyperinflationniste qui s'est développée et qui est aujourd'hui sur le point d'exploser. Il s'agit d'un véritable processus d'hyperinflation. Nous avons élaboré un autre graphique afin de vous montrer à quel point la situation va bien au-delà de ce que dit Bill Gross. D'ailleurs, Gross l'admet lui-même d'une certaine manière, puisqu'il affirme dans une note au bas de son article qu'il n'inclut pas ce qu'il appelle la dette de l'ombre.
La dette de l'ombre fait référence à l'existence d'une énorme bulle d'instruments financiers, constituée principalement de produits dérivés, et qui a grandi encore plus rapidement que la dette. Autrement dit, le taux de croissance de ces paquets d'instruments ou agrégats financiers est supérieur d'un ordre de grandeur au chiffre de la dette que M. Gross a choisi d'utiliser. En réalité, la ligne verte que vous pouvez voir dans le graphique juste au-dessus de l'axe horizontal et qui montre le rapport entre la dette et le PIB, comme on le voyait dans le graphique de Gross, n'est pas représentative. Il faut considérer la totalité des instruments financiers en circulation dans le monde et qui sont essentiellement des produits dérivés, c'est-à-dire des paris sur des paris sur des paris. Ces produits n'ont pas augmenté de 5 fois par rapport au PIB, comme l'indiquent les chiffres de Bill Gross, mais de 50. Cela signifie qu'il y a aujourd'hui $500 de dette pour un point de PIB. Cette situation échappe à tout contrôle. Je voudrais maintenant porter votre attention sur la nature de ces agrégats financiers internationaux. Vous remarquerez que ce graphique ne dépasse pas 2005, la dernière année où une évaluation chiffrée a été réalisée et où les agrégats financiers représentaient presque 1 million de milliards de dollars dans le monde, ce qui est certainement en deçà de la réalité. Ce que je veux souligner ici est que l'essentiel de la masse totale des instruments financiers en circulation dans le monde n'est pas déterminé par le marché des actions, aussi surévalué soit-il. Il n'est pas non plus déterminé par la dette, que ce soit la dette des États-Unis ou la dette totale des pays du tiers-monde, ni par aucune autre dette directe. La part du lion est représentée par les produits dérivés financiers. Et qu'est-ce qu'un produit dérivé? Bonne question. Je crois que la meilleure façon de décrire un dérivé est de dire qu'il s'agit principalement d'un moyen de mentir et de cacher une perte financière. Au lieu de dire « Fichtre, je suis en banqueroute, je ne peux pas payer cette dette », vous dites « Non, je vais faire une nouvelle dette ». Vous cachez ainsi cette perte dans l'idée que vous n'aurez pas à payer l'accumulation des pertes issues des paris sur les dérivés. Une autre manière de décrire les dérivés, c'est un type accro au jeu, passant son temps à perdre à la roulette, et qui, au lieu de payer et de rentrer chez lui, dit « Non, je rejoue quitte au double ». Et il perd à nouveau, et au lieu de payer, il dit « Non, je rejoue quitte au double ». Les produits dérivés sont une approche quitte au double par rapport aux pertes massives qui sont engendrées à travers l'ensemble du système économique. C'est cela la véritable nature des agrégats financiers. Ils ont grandi jusqu'à constituer désormais la charge explosive de cette dynamique d'hyperinflation dont M. Larouche parle depuis longtemps. Je tiens à souligner le fait que la définition que l'on donne habituellement pour l'inflation est complètement insensée, en particulier dans les universités en économie. On vous dit qu'il y a différents types d'inflation. On vous dit par exemple que l'inflation, c'est plus d'argent en circulation pour moins de biens, ce qui est ridicule. On vous parle également d'inflation induite par les coûts. On présente comme cause de l'inflation l'augmentation des prix et des salaires des employés. C'est en fait une bonne excuse pour réduire davantage les salaires. Puis il y a l'inflation induite par la demande. En intégrant cette règle, vous pourrez obtenir 1 ou 2 diplômes universitaires, mais en réalité, vous ne comprendrez rien du tout. Pour moi, induit par la demande signifie surtout que les économistes essayent de vous induire à croire qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, alors que ce n'est pas le cas. De même, il ne faut pas chercher le processus d'hyperinflation dans des éléments comme l'augmentation des prix à la consommation. Certes, il s'y manifeste en effet. Au cours de la présidence Obama, les prix de l'essence à la pompe ont doublé. Les prix des biens alimentaires ont également augmenté dans les supermarchés. La raison en est que la bulle financière est transférée dans l'économie de la consommation, à travers la spéculation
sur les produits dérivés dans les marchés futurs des biens. Mais pour bien comprendre ce qu'est le processus d'hyperinflation, il faut plutôt le voir comme une énorme cocotte minute. Et ce qui se passe, c'est que l'hyperinflation se passe à l'intérieur des agrégats financiers eux-mêmes. Et vous pouvez le voir dans cette augmentation par exemple. Mais à un certain point, cette cocotte minute va exploser en 1000 morceaux. Et on assistera alors au déferlement de cette chose dans les différents secteurs de l'économie. Et pour l'instant, une augmentation hyperbolique des agrégats financiers est en cours, sans aucune base réelle, si ce n'est sur la base du quitte ou double pour cacher les pertes. Mais la véritable nature du problème de l'hyperinflation est décrite par ce que Lyndon LaRouche a élaboré comme un moyen pédagogique pour faire comprendre le processus en cours dans l'économie. Il s'agit de sa célèbre fonction d'effondrement économique, ou triple courbe. Et vous la voyez maintenant à l'écran. La seule chose surprenante avec ce qu'a dit Bill Gross, c'est que les gens ont été surpris. Alors que la triple courbe de Lyndon LaRouche date de 1995-96, c'est-à-dire il y a presque 2 décennies. Il montrait déjà qu'à un certain point, la charge explosive en train de s'accumuler au sein du système financier mondial allait exploser. Il a élaboré cet outil pédagogique à l'occasion d'une conférence organisée au Vatican au milieu des années 90. Venons-en donc à la triple courbe. Le point essentiel, et qui pose généralement le plus de difficultés pour ceux qui essayent de comprendre où LaRouche veut en venir, est qu'il s'agit d'un processus unifié, et non pas de 3 courbes séparées. Un processus unifié dans lequel on voit croître les agrégats financiers, ainsi que les agrégats monétaires. Mais à partir d'un certain point, le taux de croissance des derniers excède celui des premiers, comme aujourd'hui. Et c'est là que nous avons une bulle cancéreuse. Je tiens à souligner que ce qui est représenté n'est pas l'augmentation dans l'absolu, mais le taux de changement. Le taux de croissance des agrégats monétaires excède celui des agrégats financiers parce qu'il faut assurer que la bulle du quitte ou double puisse continuer à grandir. Mais le point essentiel, et c'est ce qui distingue complètement la conception économique de LaRouche de celle des autres, est de comprendre la relation entre ces 2 courbes et celle du bas, qui représente la production économique physique. Le problème de l'hyperinflation n'est pas causé par trop d'argent pour trop peu de biens. Cela n'a rien à voir avec le PIB non plus, car le PIB ne reflète pas vraiment la production économique physique. Le PIB est un calcul monétaire prenant essentiellement en compte ce qui se passe sur les marchés, autrement dit, tout ce qui se vend. Par exemple, le Fonds monétaire international a déclaré dans un rapport officiel que la production de drogue dans des pays comme la Colombie devrait être prise en compte pour calculer le PIB, puisque cela se vend. Si cela se vend, c'est que des gens en veulent. Cela fait partie de la demande effective. Et il faut donc l'inclure dans le PIB. Le PIB est donc une fausse mesure de l'économie, car il inclut des éléments improductifs, voire destructeurs, comme par exemple le trafic de drogue, ou encore les coûts que représente la profession économique et son enseignement dans les universités, ce qui est aussi destructeur que la drogue, et même davantage, puisqu'elle cherche à la justifier. Mais c'est surtout la base axiomatique qui est fausse. Le fondement de cette théorie est d'affirmer qu'il est possible de calculer, en termes monétaires, les choses en elles-mêmes, et d'établir une unité de compte monétaire permettant de décrire une économie physique, alors que la donnée indispensable pour sortir l'économie physique de l'explosion hyperinflationniste est l'expansion de la force productive du travail. Le point fondamental dont dépend le succès ou l'échec d'une économie physique
est le degré auquel votre politique accroît les pouvoirs productifs du travail. Il s'agit des activités de l'homme basées sur le progrès créateur, la science et la technologie, et qui le rendent capable de mobiliser un flux énergétique de plus en plus dense et de changer sa relation avec l'univers dont il fait partie. Il s'agit là de la seule véritable mesure de l'économie physique. Cette mesure change en permanence et il est nécessaire qu'elle change. Aucune règle ne peut être érigée à partir d'une soi-disant unité de base, car on a affaire à un processus dynamique où la créativité change l'ensemble des paramètres de l'économie physique. C'est ce principe qui est reflété par la triple courbe de Larouche. Et comme le disait Shakespeare dans un contexte similaire, le monde est sans dessus-dessous. Nous sommes dans une situation où il y a un découplage total entre cette croissance cancéreuse des agrégats financiers, tirés, comme nous l'avons vu, par les produits dérivés financiers, et l'effondrement des processus réels de l'économie physique qui s'appuie sur l'augmentation de la densité de flux énergétiques et sur la capacité de l'espèce humaine à se reproduire à un niveau supérieur, c'est-à-dire à augmenter son potentiel de densité démographique relative. Cela étant dit, passons maintenant au prochain graphique, qui donne une idée très claire de la folie de la politique actuelle d'assouplissement quantitatif, qui est non seulement la politique d'Obama, mais qui était également celle de l'administration Bush. Et comme pour chacune des politiques de Bush, Obama n'a fait qu'empirer les choses. L'assouplissement quantitatif est en train d'être pratiqué par la BCE, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, et elle est bien sûr la politique de Ben Hélicoptère Bernanke, le patron de la Réserve fédérale, qui a hérité de ce surnom parce qu'il avait déclaré un jour qu'il suffisait de lancer de l'argent par hélicoptère pour relancer l'économie. Au cours des 5 ans qui ont suivi 2008, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Obama, la masse de nouvelles liquidités émises par la Réserve fédérale, puis injectées dans le système bancaire américain, totalise environ 2500 milliards de dollars. En fait, le renflouement total est supérieur à cela d'un ordre de grandeur. La Fed a injecté de l'argent frais dans le système en prétextant qu'il fallait aider les banques si on voulait assurer qu'elles continuent à faire des prêts. Pendant cette période, les dépôts des banques ont augmenté, atteignant 1600 à 1700 milliards de dollars. Mais cet argent a-t-il été prêté? Bien sûr que non. Il a servi au quitte ou double dans le casino financier. Il n'a pas été prêté. Et en réalité, le total des prêts bancaires, qui est en rouge sur le graphique, a chuté de 1000 milliards de dollars. Donc tout le renflouement bancaire est une escroquerie. La rhétorique d'Obama est une farce. C'est une fraude patentée. En réalité, c'est même pire que cela. De la même façon que la supernova de crédit dépasse d'au moins un ordre de grandeur ce que décrit Bill Gross, car les prêts bancaires ne correspondent pas à des investissements productifs. Une estimation rapide pourrait peut-être montrer que la moitié seulement des prêts contractés chaque année sont productifs pour l'économie. L'autre moitié est complètement spéculative. Elle suit sa propre logique et va dans les prêts interbancaires, dans la spéculation immobilière et ainsi de suite. La situation est donc bien pire que ce que nous montrent ces chiffres. Je pense que la meilleure façon de se faire une idée de la gravité de la situation est de considérer les résultats de cette politique. Et je tiens à dire quelques mots à ce propos, car la plupart des gens ont tendance à dire « C'est vrai, la politique du FMI a échoué. Elle n'a pas donné les résultats escomptés. » Ou encore « La politique de la Réserve fédérale a échoué. Ça nous a conduit dans une mauvaise situation. » Je pense justement le contraire. La politique du FMI est une réussite, car l'intention était de tuer les gens. La politique de la Fed est une réussite, car l'intention n'a jamais été d'amener une reprise économique.
L'intention de cette politique était très précisément de produire une logique hyperinflationniste qui conduira au génocide. La Grèce n'est pas un échec du FMI. C'est une grande réussite. Ils sont en train de tuer les Grecs, et c'était leur intention. La politique impériale britannique vise la dépopulation. C'est ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ils y arrivent, et ils y arriveront tant que l'on n'aura pas remplacé l'ensemble du système par Glass-Steagall. Il y a plusieurs manières de considérer la question de l'économie physique, telle que la triple courbe de Larouche l'a décrit. Mais il faut avant tout s'attarder sur la force de travail productive. S'il est vrai que la seule véritable source de richesse se situe dans l'augmentation des pouvoirs productifs du travail, alors l'aspect essentiel d'une économie est non seulement de créer des emplois pour les jeunes, mais de s'assurer qu'il s'agisse d'emplois productifs et que l'on éduque et forme la population de telle manière à élever le niveau scientifique, le niveau technologique et le niveau culturel classique. Il faut accroître les niveaux de densité de flux énergétiques utilisés dans la production. Tout ceci constitue le levier pour élever l'ensemble des pouvoirs productifs du travail. Regardez la situation de l'Espagne aujourd'hui. Et je pourrais très bien présenter un graphique équivalent pour la Grèce, où le taux de chômage des jeunes est de 62%. Dans le cas de l'Espagne, vous pouvez voir l'évolution sur un peu moins d'une décennie. Et il s'agit des chiffres officiels. Le chômage réel est supérieur au chômage officiel, qui est représenté par la barre bleue. Et on voit que ce dernier a augmenté jusqu'à constituer 26% de la force de travail. Ces chiffres sont déjà effrayants, mais si vous regardez ce qui est arrivé au chômage des jeunes, vous constatez qu'à la fin de l'année 2012, environ 50% de la force de travail des jeunes, entre 18 et 24 ans, était au chômage. Et on s'attend à 60% dans la fin de l'année 2013. En Grèce, on a déjà atteint les 60%. Les derniers chiffres officiels font état d'un taux de chômage de 62% pour les jeunes. Pensez à ce que cela signifie. Que dire de la capacité de survie d'un pays qui met au rencard les 2/3 de ses jeunes? Ils n'ont pas d'emploi. Pas question d'emploi productif ou d'emploi hautement qualifié. Ils n'ont pas de futur. Le pays est en train d'être détruit, d'être mis à mort. Et quelle différence y a-t-il entre une telle destruction et les camps de concentration d'Adolf Hitler, qui s'inspiraient également des Britanniques? Il n'y a absolument aucune différence systémique. Il s'agit d'un génocide et c'est intentionnel. Et c'est cette politique qu'il faut changer. Voilà pourquoi Larouche affirme que nous sommes confrontés à un choix entre le retour au principe de Glass-Steagall de Roosevelt de 1933 et un génocide. Je voudrais conclure en rappelant, en particulier aux personnes informées, quelque chose qui n'est pas si connu à propos du Glass-Steagall Act original de 1933. On sait généralement qu'il s'agit d'un document court, direct et précis, établissant très simplement qu'il faut séparer les banques de dépôt et de crédit productives des activités d'investissement bancaire spéculatives. On sait que cela a créé la FDIC, une agence promue par le gouvernement, une garantie de protection pour la part productive des prêts bancaires. Ce qui arrive aujourd'hui est exactement à l'opposé de cela. L'élimination de Glass-Steagall, de la loi, mais surtout du principe qui l'anime, a ouvert grandes les portes au déferlement de ce cancer, qui est maintenant dans sa phase terminale. Mais la loi Glass-Steagall originale a un préambule, comme notre Constitution. Autrement dit, une déclaration qui en définit en quelques mots le principe. Et le Glass-Steagall Act commence par la phrase suivante: une loi pour assurer la protection et l'utilisation plus efficace des avoirs des banques
pour réguler le contrôle interbancaire, pour empêcher toute diversion illégitime des fonds vers des opérations spéculatives et pour d'autres buts. Tout ce que nous devons faire, c'est revenir à cet étalon. Nous devons créer un nouveau système financier, nous libérer de la bulle spéculative, arrêter le génocide prémédité qui se déroule actuellement et créer les fondements sur lesquels nous pourrons bâtir un système de crédit afin de financer la production et les grands projets de développement tels que Nawapa et de faire en sorte qu'il y ait non seulement du travail pour les jeunes au lieu du chômage, mais du travail qui soit en accord avec ce qu'il y a d'unique dans l'homme, la science, la culture classique et la créativité. Comme le dit Lyndon LaRouche, c'est Glass-Steagall or die.